Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour analyser un des noms qui est sur la liste du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du club. Évidemment, c'est l'un des fils du PSG selon Di Marzio, on sera tous d'accord là-dessus. J'ai nommé Thiago Motta, milieu légendaire qu'on n'a toujours pas remplacé, qui s'est reconverti en entraîneur. D'ailleurs, il énonce beaucoup tous ses principes dans les médias, il donne beaucoup d'interviews, du coup c'est facile de saisir ce qu'il veut faire d'une équipe. Il est passé par les U19 du PSG, Genoa, aujourd'hui il est à la Spezia qu'il devrait quitter à la fin de la saison. Romano et Di Marzio l'annoncent. Et bien sûr, comme sa carrière, elle vient d'être lancée, il est jeune, il va chercher une nouvelle opportunité. Il a d'ailleurs dit à plusieurs reprises que si cette opportunité c'était le PSG, il la saisirait direct parce que c'est un rêve pour lui. Du côté du club, c'est Gianluca Di Marzio qui a annoncé qu'il est sur la liste aux côtés d'Antonio Conte et de Joachim Löw pour cet été. À savoir ce que Doha fera, on sait très bien que c'est eux qui vont avoir le dernier mot sur toute l'ère QSI, c'est eux qui ont décidé de l'entraîneur, pas le directeur sportif et encore moins Nasser Al-Khelaifi, sinon on aurait signé Antonio Conte en 2019. Bref, dans tous les cas, pour moi, déjà l'info en elle-même me paraît assez crédible. Di Marzio est évidemment un des plus fiables sur la planète foot. Et ensuite, quand tu connais Doha, quand tu sais quel type d'entraîneur ils aiment sortir, Thomas Tuchel en 2019 bien évidemment, Pochettino, à savoir des entraîneurs qui ne sont pas des extrémistes, comme est un Antonio Conte, des mecs qui sont assez consensuels, qui vont pas te poser de problème dans la presse, qui ont évidemment des idées de jeu. Thomas Tuchel, c'est vrai que c'était un Allemand tout simplement, il avait une vraie philosophie, alors évidemment qu'il s'est renié à un moment donné. Pochettino, il en avait une, on l'a jamais vu évidemment. Unai Emery pareil, quand ils le sortent de leur chapeau. Donc voilà, vraiment, pour moi, Thiago Motta s'inscrirait dans la continuité en fait des choix qui ont été faits depuis le début de l'ère QSI. À la différence d'Antonio Conte qui viendrait marquer une vraie rupture et je suis pas sûr qu'à Doha on veuille tout simplement cette rupture, cette révolution. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que là-bas on fait plus partie des gens qui pensent que bon, il faut faire quelques ajustements et puis même les mecs ils s'en foutent. Ils ont une politique, ils sont complètement éloignés de... En fait, ils sont pas dans le même environnement que nous, tu vois, ils ont pas la même culture foot que nous déjà. Et ensuite, ils sont pas en France. Ils ont pas tout ce qui se dit, les médias et tout ça, tu vois ce que je veux dire? L'émir, il réfléchit un petit peu tout seul dans une bulle. Du coup, pour moi, ça me paraît crédible de le voir instaurer une continuité qui évidemment déplairait à la majorité des gens, parce que c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui, les entraîneurs sans expérience, on va dire, sans aura, et qui du coup n'ont pas les épaules pour pouvoir imprimer leur philosophie, leurs principes sur cette équipe, et qui au final se retrouvent lessivés. Bref, dans tous les cas, Thiago Motta, on va quand même revenir sur sa tactique, ses principes, et quand je vous évoque sa tactique, je pense que vous pensez tout de suite à sa fameuse interview, je crois que c'était en 2019, elle avait fait le tour du monde, tout le monde en avait fait les gros titres, quand il dit 2-7-2. Souvenez-vous, ce fameux système, le 2-7-2 de Thiago Motta, que tout le monde avait repris et que surtout tout le monde avait très très mal interprété. Parce que ça y est, il était farfelu, le gardien va se retrouver au milieu de terrain, évidemment on joue avec deux centraux, mais c'était pas du tout ça en fait. C'est que pour lui, les chiffres n'ont pas d'importance. 4-3-3, 4-2-3-1, il s'en branle. Tout ce qu'il veut, en fait, tout ce qui compte pour lui, c'est le dynamisme, l'implication qui est mise par les joueurs, et il n'a pas de système prédéfini, à la différence d'un Antonio Conte, qui a son 3-5-2, 3-4-3 comme vous le voulez, et qui va recruter en fonction de ce système et surtout faire ses choix pour conserver ce système. C'est pour ça que des fois avec Antonio Conte, faudra pas s'étonner s'il fait le choix d'un joueur un petit peu moins talentueux qu'un autre pour justement préserver l'équilibre de son système. Ou alors choisir un joueur qu'il va mettre à son mauvais poste pour garder le système. Par exemple, un Abdou Diallo qui peut jouer latéral gauche, qui le mette piston gauche par exemple, s'il n'y a pas d'autre solution, pour pouvoir garder son système à 3 défenseurs, plutôt que de repasser à 4 et mettre Abdou Diallo en tant que latéral vraiment, tu vois ce que je veux dire? Bref, on va pas s'en mêler les pinceaux. Thiago Motta, il fait pas partie de ça, il fait en fonction des profils, et pour ce qui est du 2-7-2, il fallait pas le lire comme ça. Il faut le lire à l'horizontale en fait. C'est un quadrillage du terrain à l'horizontale. 2 ailiers, 7 joueurs dans l'axe et 2 ailiers à droite. Voilà, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre parce que pour lui, la clé, c'est évidemment mettre un petit peu de densité au milieu de terrain pour aller chercher sur les côtés
un joueur libre, ça se rapproche d'Antonio Conte bien évidemment, sauf que Thiago Motta, il le fait beaucoup plus haut sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Que Antonio Conte, lui, ce principe, c'est vraiment à la relance, hein. C'est un entraîneur, Conte, qui veut tout contrôler de son équipe, même les relances, avec un rôle pour le gardien, pour les défenseurs et surtout pour les milieux de terrain, où il veut mettre de la densité pour aller chercher justement le piston libre sur le côté. Alors ça, l'imaginer au PSG, c'est tout à fait possible. Tu peux te dire, par exemple, un Lionel Messi qui aujourd'hui veut un petit peu se réinventer. Mais si tu le mets en tant que 8-10 dans le 3-5-2 de Conte, qui joue dans l'axe entre les lignes, et qui arrive à avoir la justesse technique nécessaire pour passer au bon moment à un Achraf Hakimi ou à un Nuno Mendes, ce qui est aujourd'hui difficile à envisager vu ce qu'on a vu tout simplement cette saison, ça peut le faire, tu vois ce que je veux dire? Bon, Marco Verratti serait évidemment parfait dans ce rôle. On peut aussi envisager un Milinkovic-Savic ou un Paul Pogba, puisque eux, la plus-value qu'ils apporteraient par rapport à Messi, c'est le côté physique et le volume de course, bien sûr. Donc, voilà un petit peu ce principe de Conte qu'il fait plus bas sur le terrain que Thiago Motta, bien évidemment. Il y a aussi quelque chose d'autre que je voulais dire sur Conte que j'ai absolument oublié. J'en suis désolé. Bref, ah oui, si. Envisager Lionel Messi dans ce rôle-là, c'est vrai que, en fait, peu importe ce que Conte voudra faire de Messi, il voudra téléguider tout ce qu'il fait. Il aura toutes les consignes du monde. Le problème, c'est que des joueurs comme lui, c'est pas fait pour jouer avec des prédispositions. Tu peux pas lui dire avant le match, fais ci, fais ça. Messi, c'est le talent, c'est l'instinct, c'est évidemment la magie du foot, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a deux joueurs dans ce cas-là, Neymar, Messi. C'est compliqué. Bref. On va revenir à Thiago Motta. J'aime trop Antonio Conte, je suis obligé de faire des liens avec lui. Et puis surtout, je pense que ça va être la balance pour cet été. C'est pour ça que j'insiste bien sur Antonio Conte. Bref, pour Thiago Motta, donc ceux de cette deux. Évidemment, la base, c'est le gardien. Vous l'avez vu, aujourd'hui, la tendance dans le foot, vas-y, c'est le contre-pressing. Même si ces dernières années, tactiquement, c'est vrai que le foot est un sport qui s'essouffle un petit peu. Là, je crois qu'il y a vraiment besoin d'un renouveau, d'une nouvelle figure. Non pas que les Guardiola et tout ça soient dépassés. C'est des principes qui fonctionnent encore, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'inédit, tu vois ce que je veux dire? Et si ça peut venir du PSG, ce serait évidemment, c'est le rêve absolu, révolutionner le foot tactiquement. Mais clairement, je crois que c'est la dernière des choses qui puissent nous arriver avec cet effectif-là. Bref, le gardien, il joue sur la même ligne que ses défenseurs centraux. On l'a vu à Manchester City, Ederson avec Guardiola, Manuel Neuer en Allemagne et évidemment au Bayern, Ter Stegen aussi. Voilà, pour Thiago Motta, il faut un gardien bon au pied parce que à la relance, c'est lui qui va permettre de briser le pressing adverse. Les deux centraux vont venir se mettre sur ses côtés pour être des solutions de repli parce que c'est vrai qu'il y a une prise de risque, deux pour aspirer le pressing adverse, faire venir les attaquants derrière le ballon, c'est quand même assez ambitieux évidemment, et du coup permettre à soit, dans tous les cas, soit ton milieu défensif, soit tes ailiers ou tes pistons seront libres. Et du coup ton gardien pourra aller les chercher. C'est là que ses qualités techniques entrent en jeu, parce qu'encore faut-il mettre le bon dosage et bien les chercher. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette tactique est vraiment très très ambitieuse. C'est très intéressant parce que du coup l'adversaire, ça fait un joueur en plus à aller chercher. Je suppose évidemment qu'il serait perdu. Et deux, le gardien étant plus haut, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu peux plus pousser ton adversaire à se retrancher vers un gardien qui serait sur sa ligne proche de son but. Tu vois ce que je veux dire? Faire des passes qui demandent un laps de temps assez long et qui du coup permettraient à l'adversaire de faire remonter son bloc sur cette passe vers le gardien. Tu vois ce que je veux dire? Là, l'adversaire n'aurait pas le temps de remonter son bloc, il n'y aurait pas de technique à proprement dite pour justement jouer un petit peu plus haut. Voilà un petit peu la lecture de Thiago Motta. Je me suis arrêté assez longtemps sur ses relances, alors que c'est ce qui a fait le plus parler. Pourtant, ce n'est pas le point névralgique de sa tactique. Il a dit « j'aime le football offensif, prendre des risques, mettre du dynamisme pour récupérer vite ». Vous l'avez compris, intensité, pressing, au milieu de terrain, densité, qualité technique, tout ça évidemment pour être le maître du jeu. Voilà. Pour lui, le foot, c'est je maximise mes chances d'aller chercher le but en gardant le ballon le plus possible. C'est évidemment simple, hein, voilà, c'est très très basique. Alors déjà, première chose,
Sont de 7-2 avec le gardien, la relance et tout ça pour le pressing. Est-ce que c'est viable en Ligue 1? Parce que qui vient nous presser en Ligue 1, quoi? Lens, cette saison, nous ont martyrisés en décembre. Marseille, ils n'ont rien fait. Lyon, idem. Monaco, un petit peu sur le retour, quand on prend 3-0 là-bas. Sinon, qui nous a pressés? Bonne question. Tu vois ce que je veux dire? Strasbourg, ils mettent 3 buts, mais on peut pas dire que ce soit. Enfin, c'est de la prise de profondeur. C'est des récupérations qui sont quand même plus basses sur le terrain quand même que des actions de pressing à proprement dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi un but contre son camp de Marco Verratti. Donc je me dis, ça, est-ce que ça servirait à quelque chose? Sachant qu'au PSG, le problème, c'est évidemment exploiter la largeur, ne pas aller se vautrer dans la densité que les équipes mettent dans l'axe, et évidemment, éviter d'être monotone, alterner les circuits courts, les circuits longs, pour aller chercher la faille dans les lignes très très resserrées et surtout basses. Voilà évidemment le problème. Ensuite, il parle pas trop de la défense, hein. C'est vrai que c'est un entraîneur, tu sais pas trop ce qu'il veut faire défensivement, il n'a pas d'idée très très claire, et comme je vous le disais, en défense, bon, Ramos est revenu, on a vu que c'est pas un problème d'homme, on a vu que c'est pas un problème de système, puisque même avec le système A3 on encaisse. Donc pour moi, je me dis, ça devrait être un des critères principaux pour recruter un entraîneur cet été, savoir défendre. Quelqu'un qui a vraiment une culture de la défense. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment développé chez Thiago Motta. Par exemple, Antonio Conte, ça l'est. Parfois, son système à 3, il bouge en un système à 5 qui peut être un petit peu chiant parce que un petit peu trop rugueux, trop sur la défensive. Tu vois ce que je veux dire, évidemment. Bref, dans tous les cas, là-dessus, pareil, j'émets quelques doutes. Tout comme le fait qu'il n'ait pas d'expérience. Hein, voilà, c'est un jeune entraîneur qui aujourd'hui a entraîné des équipes et en plus ça s'est pas forcément bien passé. Hein, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de l'envisager dans ce PSG-là. Est-ce qu'il aurait l'aura pour motiver ses troupes et évidemment unir, fédérer derrière lui? C'est compliqué. C'est compliqué, moi je peine à y croire. Et en fait, j'ai envie de me dire, Thiago Motta, c'est quelqu'un, c'est comme, enfin, c'est plus que Pochettino. Aujourd'hui, rendez-vous compte, Pochettino, quand il est venu, il avait un crédit que Tourelle et Emery n'avaient pas. Hein. Rappelez-vous que beaucoup de gens l'ont surcoté et l'ont défendu parce que c'était un ancien du club. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler qu'il était joueur du club? Si c'est le pire entraîneur de QSI, ça change rien. Hein. Voilà. Ça change rien à son statut, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, je me dis, le PSG est dans un état cataclysmique, il faut vraiment un entraîneur qui a de la poigne. Est-ce que Thiago Motta ne viendrait pas se prendre un mur? J'en ai bien peur. Et surtout, je me dis, c'est un entraîneur en devenir. Moi, personnellement, sur sa carrière personnelle, je crois en lui. J'ai vraiment l'impression qu'il va faire une bonne carrière parce qu'il a des idées claires et s'il continue à bosser, ça devrait marcher. Du coup, je me dis, attendons un petit peu. C'est un entraîneur qui est jeune. Laissons-lui faire ses gammes autre part et recrutons-le quand il aura vraiment pris l'expérience nécessaire pour essayer de limiter la casse, limiter les risques que ce retour au club soit infructueux tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment très peur de ça. En plus, j'ai la jurisprudence, Pochettino comme je l'ai dit, Leonardo, on le rappelle, hein, ancien joueur, son premier passage en tant que directeur sportif est plutôt réussi, son second, il est complètement loupé, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, il y en a encore qui s'entêtent à citer ce qu'il a fait en 2012-2013 pour le défendre, pour défendre les horreurs qu'il commet aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, personnellement, je suis vraiment pas pour Thiago Motta, je reste figé sur ma position, un grand entraîneur, avec de l'aura, ou alors tu attends la fin de la Coupe du Monde. Voilà, tu gardes Pochettino jusqu'à la fin de la Coupe du Monde parce que ça te fait déjà, économiser des sous, hein, parce qu'on passe vraiment pour des cons à dépenser 15-20 millions pour licencier Pochettino. Pire encore, si tu fais pas de plus-value derrière, si tu recrutes un entraîneur qui a les mêmes problèmes que Pochettino et qui, à son arrivée, a les mêmes inconnus que lui, tout simplement, en termes de palmarès, en termes d'expérience, en termes d'aura et en termes de gestion humaine. Parce que les principes tactiques, c'est bien marrant, mais on le sait tous, au PSG, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il faille en premier. Hein. Moi, j'aimerais avoir un PSG qui, tactiquement, est élaboré, où il y a beaucoup de choses à dire, où tu peux faire des analyses tactiques des matchs. Là, en ce moment, tu peux rien dire, il n'y a rien à faire sur les matchs du PSG, parce que c'est tout le temps la même chose et c'est chiant.
Mais il y a une dimension humaine et psychologique qui est pour moi bien plus grande que la dimension tactique en fait. Et c'est pour ça qu'un Zidane collerait parfaitement. Je suis à fond Zidane et peut-être aussi un Antonio Conte. Mais bon, vous connaissez mon avis sur ces deux-là. Bref, terminons avec Pablo Sarabia. L'Atlético s'y intéresse. Il est arrivé évidemment en 2019 pour 20 millions d'euros en provenance du FC Séville. Première saison assez réussie. Il était un tueur devant le but, en témoignent ses statistiques en Coupe de France. Et puis, après le premier confinement, on l'a perdu complètement. C'était un fantôme, un joueur qui était amorphe, qui n'arrivait plus à faire les différences par les dribbles, par ses mouvements, et surtout dans la surface, en termes de finition. Moiskin a un petit peu remplacé, en termes de statistiques, Pablo Sarabia la saison dernière, et au final, prêt au Sporting Portugal. D'ailleurs, je crois que leur entraîneur a confirmé que Nuno Mendes et Pablo Sarabia ne seront pas dans son groupe la saison prochaine. Donc il va revenir et l'Atlético de Simeone s'y intéresse. Bien sûr, pour moi, alors j'ai pas trop suivi sa saison, du coup je peux pas trop me prononcer, mais tout ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est que c'est tout simplement un des meilleurs joueurs du championnat portugais cette saison. Il a vraiment bien réussi son prêt, tant mieux pour lui. Maintenant, en fait, sa réussite à l'Atlético, en termes d'investissement, de profil, de personnalité, tout ça, ça colle avec la philosophie de Diego Simeone qui est vraiment très spéciale. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est en fait ce qu'il a perdu au PSG, son côté tueur. À l'Atlético, tu dois absolument tuer devant le but. Et si c'est le Pablo Sarabia de sa fin d'aventure au PSG, ça collera pas. Par contre, le Pablo Sarabia de 2019-2020, ouais, là par contre, c'est vraiment un très très bon coup pour l'Atlético. Et je suis l'Atlético, je mets 25 millions sur lui, hein, sans problème. Je suis le PSG, bien sûr, je les accepte. C'est un bon prix, 25 millions pour moi, pour Pablo Sarabia. Voilà, et puis évidemment, s'il y a une bonne offre, je pense que ça partira. Et puis, c'est pas plus mal. Il faut absolument faire une refonte totale de ce poste-là. Bien sûr, par refonte, j'entends pas de retour de Moiskin, comme beaucoup le voudraient. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de saisir un petit peu les idées de Thiago Motta, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui parlent de Thiago Motta, on le connaît en tant que joueur, il y a l'affect et tout ça, mais qui regarde ces matchs au Genoa ou à la Spezia, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, on a essayé de résumer tout ça, faire une petite synthèse pour bien comprendre que c'est un entraîneur qui développe un football moderne, très plaisant, avec une volonté d'avoir de la singularité tout simplement. Avec son fameux 2-7-2, le rôle du gardien, et puis dans tous les cas, ça n'en reste pas moins un football offensif. On sait que le problème du football offensif, c'est qu'une fois que tu as atteint la perfection, il faut y rester. Et en général, le problème qui se passe, c'est d'ailleurs Joachim Löw qui l'a connu après la Coupe du Monde 2014, c'est qu'après, tu vas encore plus loin en fait. Tu as envie de faire encore plus tactiquement. Le problème, c'est que le foot, à un moment donné, il faut mettre un bon dosage, placer le curseur au bon endroit entre les consignes et le talent des joueurs tout simplement qu'il faut laisser s'exprimer parce que le foot n'est pas une science exacte. Les joueurs ne sont pas des robots, tu ne peux pas tout télécommander, c'est pas des voitures télécommandées. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Ciao les amis.